Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on a fait une vidéo sur les taux américains et leurs conséquences. On va faire maintenant une vidéo sur les taux européens, enfin la hausse des taux européens et leurs conséquences. Donc on vous a mis ici pour commencer la hausse des taux de la BCE, le graphique. Et vous voyez qu'on a monté assez brutalement, mais on reste assez bas, hein. Donc c'est un peu ce qu'on avait déjà noté sur les États-Unis, mais alors un chouïa en arrière, vous voyez, les taux sont au-delà de 1%, mais bon, si on regarde en 2007, 2006, on était à entre 3 et 4%. Il y a encore une large marge de hausse pour les taux courts de la BCE, si nécessaire. Voilà, mais il y a déjà une partie du job qui a été faite et comme ce qu'on avait dit sur les taux américains, ce qui est frappant, c'est la rapidité de la hausse des taux, la brutalité de la falaise que vous voyez ici en 2022 par rapport à ce qu'on a connu en 2006 ou ce qu'on avait connu juste avant les années 2000. Voilà. Alors évidemment, pourquoi est-ce que la Banque Centrale Européenne monte ses taux? Eh bien, elle les a manqué notamment de 3/4 de point le 8 septembre dernier. C'est la plus forte hausse de son histoire. Bon, pas une grande histoire, hein, c'est pas la Fed. Eux, ils ont commencé à la fin des années, toute fin des années 90. Enfin bon, c'est la principale hausse de la BCE. Pourquoi? Parce que l'inflation était bien trop élevée par rapport aux critères, si vous voulez, au mandat qui avait été donné à la BCE, c'est-à-dire une inflation autour de 2%, on était bien au-delà. Et surtout, le Conseil des gouverneurs considérait que c'était une inflation qui était installée pour une période prolongée et que le ralentissement de l'activité à venir, que tout le monde voit, à cause de la guerre de l'Ukraine, etc., de la hausse du prix du gaz, ne serait pas suffisant pour réduire l'inflation de manière significative et la ramener à l'objectif de la Banque Centrale Européenne long terme. Donc, Christine Lagarde a expliqué que la BCE augmenterait ses taux jusqu'à ce qu'ils atteignent au moins un niveau neutre. Voilà, un niveau neutre, c'est difficile à dire, si vous voulez, ça doit correspondre à peu près à l'augmentation du PNB, la croissance économique, donc on peut dire autour de 2%. Voilà. Bon, la prochaine réunion politique monétaire du Conseil des gouverneurs de la BCE est prévue le 27 octobre. Donc voilà, il faut s'attendre à une nouvelle hausse des taux, probablement forte, au moins 50 points de base et peut-être à nouveau 75 points de base. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce qu'on vous a mis ici le graphique de la BCE, c'est un des graphiques qui sont les sources de la Banque Centrale Européenne, pardon, les graphiques de l'inflation en zone euro, et vous voyez qu'on est quasiment à 10%. Hein. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Et si on prend non pas l'inflation en général, mais l'inflation corps, c'est-à-dire si on exclut l'augmentation de l'énergie et des biens agricoles, ben vous voyez, on est tout de même au-dessus de 4 euros, de 4%. Bon, 4%, c'est pas considérable, mais c'est même 2 fois l'objectif de la Banque centrale. Hein. Donc ça veut dire que l'inflation corps, surtout les hausses de salaire, etc., bon, génère une inflation de 4%. Voilà. Qu'est-ce qui permet à la Banque centrale de monter ses taux de manière aussi brutale? Voilà. Quels sont les éléments permissifs? Eh bien, le premier, si vous voulez, c'est que vous avez mis ici les déficits publics de la zone euro en 2022. Vous voyez, on est à moins 4%. Moins 4%, c'est très stimulant. C'est que normalement, dans les accords de Maastricht, on ne doit pas dépasser 3% de déficit. Donc là, l'Europe entière est à moins 4%. Donc ça veut dire que la politique budgétaire reste très stimulante et c'est une raison de plus pour dire bon bah elle est très stimulante donc on va freiner sur le plan monétaire. Voilà. Et puis l'euro-dollar, vous voyez ici le graphique de l'euro en dollars, donc l'euro baisse, donc le dollar monte, et ça forcément c'est à la fois stimulant pour nos exportations. Vous savez que l'Europe est une zone très mercantiliste, donc très exportatrice. Et d'autre part, en contrepartie de ça, c'est très inflationniste. Donc les deux, stimulation plus inflation, ça fait inflation à la fois multipliée par 2. Hein. Pourquoi est-ce que c'est inflationniste? Parce que tous les biens, notamment énergétiques, qu'on achète en dehors de l'Europe, mais également tous les biens industriels chinois, tout ça c'est plutôt indexé sur le dollar, et comme le dollar a énormément monté, plus de 20%, tous ces biens sont accrus de 20%, et comme l'Europe est une zone très ouverte,
si vous voulez, si vous mettez 20% sur 20% d'importation, ben, ça fait 4% d'inflation en plus. Voilà, donc c'est assez simple. Donc, deuxième élément stimulant et inflationniste avec le déficit budgétaire, la parité euro-dollar. Parallèlement, la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle voit? Là, on vous a mis le taux annuel growth rate de l'économie du produit intérieur brut européen en zone euro. Et vous voyez que après le creux très fort du Covid en 2020, eh ben, on est très fortement reparti à la hausse, même si on a un peu retracé et qu'on s'est stabilisé. On s'est stabilisé tout de même à un niveau très favorable, hein. Surtout si on compare la croissance depuis 2000. Même aujourd'hui, après le retrait, on est au-dessus de la croissance historique depuis 20 ans de la zone euro. Bon, donc la Banque centrale européenne se dit, ben voilà, la croissance est bien installée. Et si on regarde la partie droite du slide, c'est-à-dire en volume et non pas en pourcentage, eh bien, vous voyez qu'on a redépassé, même assez significativement, le niveau d'avant-crise Covid, hein. Donc on est à un niveau de croissance qui permet un resserrement monétaire. Bon. En plus, si on regarde l'évolution du coût de travail en zone euro, ben vous voyez qu'il est reparti assez significativement à la hausse, hein. Donc voilà, on n'est pas encore à 5%, on est plutôt autour de 3%. Mais enfin bon, la tendance est nettement haussière. Et donc là aussi, il faudrait essayer de freiner ça, parce que évidemment, si les salaires montent, c'est inflationniste à moyen terme. Bon. En plus, le taux de chômage en zone euro, il est au plus bas. Vous avez mis le taux de chômage en zone euro depuis la création de l'euro, donc toute fin des années 90, et vous voyez qu'on n'a jamais été aussi bas, on est quasiment à 6,5%. Donc à la fois sur le plan de l'évolution du PNB et sur l'évolution du chômage, voilà, la Banque centrale se dit, ben, j'ai des marges de manœuvre, l'économie va bien, tout va bien. Voilà. Et évidemment, quand on fait une hausse des taux, même si les éléments macroéconomiques sont très favorables, ce qui est très important, c'est de regarder quelle est la solidité du système bancaire, hein. Est-ce que le système bancaire, il va supporter une hausse des taux qui va générer un ralentissement de l'activité, qui va générer des défaillances d'entreprises, qui vont générer au niveau des bilans bancaires une augmentation du coût du risque. Voilà la dernière question de la BCE. Et on vous a mis ici l'évolution du crédit douteux dans le secteur bancaire de la zone euro depuis 2015. Et vous voyez que c'est un effondrement. On passe de 7,5% à moins de 2%. Voilà. Donc, il y a très peu de crédits douteux dans le système bancaire. Il n'y en a jamais eu autant, aussi peu. Donc ça veut dire que voilà, le système est extrêmement solide. Et si on regarde en plus, parallèlement, non seulement le coût du risque, le potentiel du risque, mais la capacité des banques à l'assumer, c'est-à-dire la solidité de leur bilan. On prend le ratio de solvabilité des banques en zone euro. Vous voyez, depuis 2015, il était à 12,75. Aujourd'hui, il est à plus de 15. Voilà, donc il s'est considérablement renforcé, ouais, 15% de ratio de solvabilité, c'est-à-dire de fonds propres par rapport au crédit. C'est-à-dire qu'en fait 100 € de crédit, vous avez 15 € de fonds propres. Bon, c'est 100 € de crédit retraité, peu importe, mais voilà, ça veut dire que c'est extrêmement solide sur ce plan-là. Si on prend le ratio de liquidité, c'est-à-dire quelles sont les liquidités que possède la banque pour faire face à une problématique court terme, et là aussi, ça a énormément augmenté, puisque en 2017, on était à 135 et aujourd'hui, on est quasiment à 170. Voilà, donc c'est extrêmement favorable. Et si on prend maintenant les crédits bancaires par rapport aux dépôts bancaires, là aussi, c'est un renversement exceptionnel. On était à 127% en 2016, c'est-à-dire concrètement, quand la banque prêtait 127 €, elle n'avait que 100 € de dépôt. Et aujourd'hui, on est à 100, un petit peu en dessous de 105. C'est-à-dire quand les banques européennes de la zone euro prêtent 105 €, elles ont 100 € en dépôt pour financer ces 105 €. Donc elles n'ont que 5 € à chercher dans l'interbancaire, etc. Voilà, donc tout ça fait que tous ces éléments sont extrêmement solides. Et c'est ces éléments, n'est-ce pas, qui ont permis à la Banque centrale européenne de dire, bon, allez, on peut y aller, on peut aller freiner fortement l'inflation parce que tous les éléments réunis nous permettent de le faire et ils sont favorables. Il y a tout de même quelques éléments limitatifs, on va vous en donner deux. Le premier, évidemment, c'est le prix du gaz. Vous savez que environ 40% des importations de gaz naturel de l'Union européenne en 2021 provenaient de Russie, ce qui représentait tout de même 19% de la consommation totale de gaz en Europe. Bon, 19%, c'est pas
considérable, hein, parce qu'il y a une partie... On produit nous-mêmes du gaz, hein, vous savez, tout le gaz hollandais, etc. Bon, voilà, mais c'est 19%. On vous a mis ici la dépendance des différents pays au gaz russe, à la fois avec des bâtonnets et ici sous forme de carte. Et vous voyez, c'est surtout l'Europe centrale, pas l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, c'est-à-dire surtout l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, enfin, concrètement l'Allemagne du Nord et la zone danubienne, voilà, qui sont très très dépendantes. Alors évidemment, la zone danubienne, Allemagne, Autriche, la plaine du Pô, etc., c'est l'ancienne Lotharingie, c'est la partie la plus industrielle de l'Europe, donc vous coupez le gaz dans cette partie-là, hein, c'est un vrai problème. Bon, alors évidemment, il y a plusieurs voies d'approvisionnement supplémentaires qui ont été développées récemment et qui sont en cours de développement. Il y a tout le corridor gazier du Sud. Vous savez qu'il achemine du gaz vers l'Union européenne à partir du bassin caspien, de l'Asie centrale, du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen oriental. Voilà, donc ça c'est une diversification à la fois en termes de ressources de gaz, puisqu'on, par exemple, on a du gaz azéri, mais également en route de transit, puisqu'on passe à travers la Turquie et non plus à travers les zones de conflit. Donc ça, voilà, c'est un premier point. Il y a tous les hubs méditerranéens qui ont été construits pour le GNL, voilà, qui sont énormément développés. Voilà. Et donc, ces deux éléments, essentiellement, il y en a d'autres, mais ces deux éléments font dire à la Banque européenne, bon, qu'on a un problème à court terme, mais honnêtement, à partir de 2025, on pense qu'on aura bien mis des rustines solides, voilà, on aura bien comblé le déficit. Voilà. Alors évidemment, il y a quand même 2 ans à court terme qui ne sont pas courts. Vous avez mis ici un graphique des différents gazoducs pour que vous voyez voilà, tout le travail qui a été accompli. Bon, mais la Banque européenne, elle se rend bien compte tout de même que jusqu'en 2024-25, tout de même ce problème du gaz va engendrer un ralentissement. Bon, pas énorme, hein, parce qu'évidemment c'est que 19% du gaz encore une fois, et qu'aujourd'hui les stocks, les réserves de pétrole et stocks sont pleins à plus de 95% au niveau européen, qu'on a beaucoup de GNL qui va arriver, voilà, on a augmenté le gaz algérien, etc. Bon, mais tout de même c'est un facteur de ralentissement, et donc peut-être que ce facteur en lui-même est un peu suffisant. Est-ce qu'il faut rajouter une très forte hausse des taux là-dessus, faire un double ralentissement? Voilà, ça, je crois que c'est une vraie question de la BCE. La deuxième question de la BCE, deuxième élément limitatif, si vous voulez, c'est l'endettement public en zone euro en pourcentage du PIB. On vous a mis ici le graphique depuis 2000. Hein, donc c'est un peu l'inverse des graphiques permissifs qu'on vous avait mis, qui étaient ceux de la croissance, du chômage, de la productivité et puis de l'état du système bancaire. Alors c'est l'inverse, si vous voulez. L'endettement public a énormément cru, une première fois à l'occasion de la crise de 2008, et une deuxième fois à l'occasion de la crise du Covid. Vous voyez, c'est en 2 falaises qui ont été montées, 2 énormes marches. Et donc on est passé au niveau de la zone euro d'un peu plus de 60% du PNB en endettement public, hein, ce qui avait été signé, ce qui est la norme. Et là, on est à 95, un petit peu plus de 95%. Donc ça veut dire que voilà, il y a une certaine fragilité au niveau de l'endettement public. Et en plus, si vous voulez, ce n'est pas une fragilité uniforme, parce que vous avez ici les déficits en pourcentage du PIB par pays, et vous voyez que plus c'est rouge, plus c'est risqué. Et donc vous avez quelques pays risqués qui sont surtout la France, l'Espagne, et très risqués qui sont le Portugal, l'Italie et la Grèce. Hein. Donc c'est ce que les Allemands appellent le Club Med. Voilà. Le Club Med est risqué, alors que le reste de l'Europe est beaucoup moins risqué sur le plan des dettes publiques. Voilà. Mais il n'y a pas que les dettes publiques, et c'est ça qui est très intéressant. On vous a mis des données, tout ça, c'est des données qui viennent de la Banque Centrale Européenne, donc c'est extrêmement fiable et solide. Et on vous a mis ici 3 graphiques, le ratio des dettes publiques, le taux d'endettement des ménages et le taux d'endettement des entreprises. Et vous voyez que ce n'est pas que les dettes publiques qui ont augmenté à l'occasion des crises, c'est aussi l'endettement des ménages qui lui avait fortement cru de 2000 à 2010, il s'est calmé avec la crise de 2008, mais il est resté à un niveau élevé puisqu'on est à peu près à 100% du PIB, hein. Voilà, du revenu des ménages si vous préférez. Et
à peu près comme le ratio des dettes publiques. Bon, alors ça s'est calmé depuis 2010, mais bon, on n'est pas franchement redescendu. Et si vous regardez le ratio des entreprises, alors c'est la même chose, on est passé d'un peu moins de 60% à un peu plus de 80%. Donc voilà, il y a un peu des tensions, bon ça reste gérable, mais il y a un petit peu des tensions qui se sont mises sur les différents niveaux d'endettement. Et ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est comme pour l'endettement public, d'aller le regarder par pays. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Ratio de dette publique, bon, vous voyez, on vous a mis les pays un peu de la zone euro, puis les deux pays un peu dangereux, la France et l'Italie. Alors, sur les dettes publiques, bon, la France est un peu au-dessus de la zone euro, mais pas tellement. Mais alors, l'Italie est considérablement au-dessus. Hein. Donc, il y a un vrai risque italien si la Banque Centrale Européenne resserre trop les taux, à la fois parce que ça augmente le prix de la dette, le coût de la dette, et d'autre part parce que ça ralentit les recettes. Hein, donc, c'est un double effet. Voilà, dangereux pour les dettes publiques italiennes. Mais alors, ce qui est un peu une surprise peut-être pour vous, c'est que si on regarde le taux d'endettement des ménages et le taux d'endettement des entreprises, alors là, il y a un pays qui a flambé, qui a fait la fête, peut-être pas dans le mauvais sens du terme, c'est la France. Je dis peut-être pas dans le mauvais sens du terme parce que le taux d'endettement des entreprises, vous voyez, c'est lui qui a le plus augmenté, c'est en vert la France. Alors vous voyez, c'est le troisième graphique et la France, on passe d'un peu plus de 50% à plus de 100% de 2000 à 2020. En 20 ans, on double, avec une explosion de la dette au moment, évidemment, autour des années 2020, 2008 à 2022, si vous voulez. Bon, alors, ça veut dire que les entreprises françaises ont été très dynamiques, très offensives. On voit bien, elles ont conquis beaucoup de parts de marché au niveau mondial, elles ont fait beaucoup d'acquisitions à l'étranger, ce n'est pas forcément négatif, mais bon, globalement, ça donne une situation quand même plus fragile. Hein. Voilà. Et puis le taux d'endettement des ménages aussi, lui est passé de 50 à plus de 100%, voilà, en 20 ans. Donc plus de 100% du revenu des ménages en endettement. Alors que si on regarde l'Italie, hein, l'autre pays lui qui était fragile sur le plan des publics, eh ben, le taux des ménages, d'endettement des ménages est très faible, très inférieur à l'ensemble de la zone euro. Et les entreprises aussi, vous voyez, les entreprises depuis 2012, voilà, qu'est-ce qu'elles se réforment? Regardez le taux d'endettement des entreprises italiennes, il baisse fortement, voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a deux pays qui ont des niveaux de fragilité, l'Italie pour la dette publique et pour toutes les autres dettes, voilà, c'est un peu une surprise, la France. Bon. Et puis, on se dit, bon, bah, la France, bon, heureusement, l'endettement public tient, mais si on va regarder l'endettement public non plus en valeur absolue, et la tendance, vous voyez, on vous a mis la tendance ici de dépenses et recettes publiques en France depuis 1960. En bleu sont les dépenses, en jaune sont les recettes. Quelle est la surprise? C'est que depuis 1974, il n'y a pas eu une année en équilibre ou en excédent. Ça n'a été que des déficits plus ou moins importants, mais globalement plus importants. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce quand depuis 1974, vous vous rendez compte, maintenant ça fait plus de 50 ans, on n'a jamais été capable de gérer, malgré tout, des gouvernements de droite, des gouvernements de gauche, des gouvernements de centre, des gouvernements technocratiques, des gouvernements politiques. Malgré tout ça, personne n'a été capable de gérer. Bon. Et si on regarde la tendance du solde des finances publiques, on vous la met ici depuis 1959, vous voyez, alors il y a des sinusoïdales, mais il y a une énorme pente baissière en orange, donc on a l'impression qu'on est dans un train qui est voilà, à grande vitesse et que malgré toutes les promesses politiques, tout, voilà, il n'y a rien à faire. On a des hauts et des bas, mais ces hauts et des bas les bas sont de plus en plus bas, les hauts sont de moins en moins hauts, et l'enfant s'enfonce inexorablement vers un déficit public, on ne sait pas comment on va l'arrêter, et on se dit non seulement on a une situation financière au niveau des ménages qui est risquée, au niveau des entreprises qui est risquée, mais on va vers une situation au niveau de l'endettement public qui risque d'être également très risquée. Alors, on regarde un tout petit peu plus près la structure des dépenses publiques en France, et vous voyez que c'est surtout la protection sociale et la santé en rouge et en vert qui voilà, monopolisent l'essentiel des dépenses publiques françaises, hein, nettement plus de 50%, probablement plus de 60%. Et alors, on regarde ça de plus près, puisque c'est surtout les dépenses sociales qui comptent. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On vous a mis ici les dépenses des principaux pays en 2017. 2007, c'est avant la crise du Covid. Bon, c'est des chiffres qu'on avait, mais c'est aussi bien de prendre bien avant la crise du Covid, parce que le Covid a tout déformé. Et vous voyez, vieillesse sur vie. On est en France et en Italie, hein, les deux pays dangereux sur le plan des dépenses publiques
à 15,5% du PNB en France, 16,8% en Italie, contre 11,5% en Allemagne, vous voyez, ou 11% en Pologne, ou 12% aux Pays-Bas, ou 12% en Espagne. Donc ça veut dire qu'on dépense concrètement pour la retraite 4,5 points de PIB, je vois que 4,5 points de PIB c'est colossal, c'est beaucoup plus que le déficit en France, et plus de 5 points de plus pour le déficit italien. Donc voilà, si on veut vraiment résoudre le problème, c'est très simple, il faut attaquer les retraites. Voilà. Tout se joue dans les retraites. Alors on a cherché des autres zones de fragilité, il n'y en a pas tellement. La seule qu'on a trouvée, c'est sur le chômage, surtout en France, et sur le logement, exclusion sociale. Alors évidemment, sur le logement, on est à 1,9% du PIB contre 0,9% en Allemagne. Donc là aussi, il y a des économies à faire, on peut sûrement gagner 1 point de PIB. Sur le chômage, on est à 2,1. Bon, mais le chômage, il faut qu'on le réduise. Et comme on le réduit pas mal depuis 2017, qu'on est en train de dégringoler, on était à 10, on n'est plus qu'à 7%. Donc on pense que ça va se réduire tout seul. Donc on voit très bien, il y a 2 pistes pour faire des économies, c'est la retraite et le logement. Bon, voilà. Les aides au logement, les APL, les aides pour le logement, voilà. Et concrètement, ça veut dire que ce n'est pas du tout impossible. Donc la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qu'elle se dit? Mettez-vous à sa place. Elle se dit, je suis empêché, la seule chose qui m'empêche vraiment, en dehors de la problématique de gaz que je ne peux pas résoudre, mais je pense qu'à l'horizon 2024-2025, elle sera résolue. Donc la seule chose qui m'empêche vraiment, le seul facteur limitatif, c'est les fragilités au niveau des endettements et qui sont vraiment rassemblés en pointe en France et en Italie. Et en France et en Italie, l'endettement, c'est surtout l'endettement public, et l'endettement public il est concentré sur une problématique de retraite et pour la France sur une problématique de logement. Ces 2 problématiques qui peuvent tout à fait être résolues par des réformes structurelles. Donc c'est pas ça, puisqu'ils peuvent le résoudre, c'est pas ça qui va m'empêcher de monter les taux pour résoudre le problème d'inflation. Vous voyez comment ils doivent raisonner. Ils se disent, bon, les ménages ont des dettes, mais c'est surtout des dettes immobilières. Et vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour des raisons très spécifiques du système bancaire français, c'est le pays où les banques hypothécaires sont le plus sécurisées au niveau européen et probablement mondial. Voilà, donc ils se disent, il n'y a pas tellement de problème de ce côté-là. Bon, c'est vrai, il reste les dettes des entreprises, mais c'est parce qu'elles se sont beaucoup mondialisé, internationalisé, voilà, c'est tout. Et donc finalement, peut-être qu'il y a plus de solidité que l'on croit parce qu'il y a une mutualisation des productions, des marchés et des risques. Et donc ils doivent se dire, à mon avis, on peut y aller. On peut y aller, on peut augmenter les taux. Et en conclusion, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que les éléments macroéconomiques militent pour une hausse des taux rigoureuse de la Banque Centrale Européenne, que la normalisation de la politique monétaire implique des ajustements sur l'approvisionnement en gaz, Allemagne, pays d'Europe de l'Est, et sur les finances publiques de l'Italie et de la France, et que la Banque centrale pense que tout ça peut être fait, et que donc, à notre avis, elle va privilégier l'ajustement macro plutôt qu'à l'attention aux ajustements spécifiques. Donc, si vous voulez, l'impression qu'on a chez vous, c'est exactement l'inverse de ce qu'on avait avec Mario Draghi et la crise de 2008-2012, hein, où il y avait des problématiques sur les dettes publiques. À l'époque, qu'est-ce qu'il dit Mario Draghi? Il dit on va résoudre le problème pour que l'euro tienne, on va le résoudre whatever it takes, quel que soit le coût. Bon. Et nous, on pense que la Banque Centrale Européenne, elle se dit, bon ben maintenant, étant donné les éléments permissifs et les quelques éléments limitatifs qu'on a peuvent être résolus, et c'est des problèmes nationaux, donc on va y aller, whatever it implies, voilà. Donc, et ça, je ne suis pas sûr que les gens l'aient bien mesuré, elle va y aller, elle va monter ses taux jusqu'à casser l'inflation, et ce seront aux États, aux entreprises de s'ajuster. Voilà. Et donc ça, forcément, ça a des conséquences boursières que nous verrons dans les différentes vidéos sur les titres et les secteurs que nos abonnés peuvent voir. Voilà. Alors, à très bientôt avec l'équipe Hibou.